Bonjour, chronique bande dessinée, aujourd'hui manga avec les volumes 1 et 2 de L'île errante de Kenji Tsuruta. Donc pour ce qui est du premier volume, L'île errante, volume 1 de Tsuruta Kenji, le titre original est Boken Eliteto, c'est traduit du japonais par Géraldine Houdin, publié aux éditions Kiun dans la collection Latitude. Alors au Japon, le premier de ces deux tomes date de 2011, le deuxième de 2017, et ils sont sortis en français respectivement en 2017 et 2018. Chacun fait un peu moins de 200 pages. J'ai découvert le travail du mangaka Tsuruta Kenji cette année avec sa splendide adaptation de la nouvelle de Kazuo Shinji, Souvenir des Manon. Clairement, ma lecture BD de cette année 2018, le coup de cœur puisqu'il en faut bien de temps en temps quand on tient un blog. L'expérience a été prolongée plus récemment avec Errance des Manon, un tome 2 dont je n'espérais pas la publication de sitôt, et qui, s'il m'a moins bouleversé que son prédécesseur, et fait de la découverte sans doute, m'a néanmoins enchanté. J'avais très envie dès lors de lire d'autres œuvres de cet auteur notoirement peu prolifique et qui aime à prendre son temps. Mon dévolu s'est porté sur L'île errante, le premier titre de Tsuruta à avoir été publié dans la très belle collection Latitude des éditions Kiun, dont le grand format, ici comme avec Emanon, sert au mieux son trait à la fois précis et délicat. Sauf erreur, en dehors de ses publications chez Kiun, seuls deux autres titres de l'auteur ont été publiés en France et il y a quelque temps déjà chez Casterman. C'est une BD assez étrange dans sa conception. 6 années au Japon ont séparé le premier tome du deuxième. Et si ce dernier se conclut sur un à suivre prometteur, nul tome 3 n'y est paru à ce jour. À vrai dire, il n'est pas certain que cette BD ait été conçue d'emblée par l'auteur comme une série. Le tome 1 pourrait sans doute être envisagé comme un one-shot. Sa fin ouverte ne résout comme de juste rien, mais au plan symbolique, même en frustrant quelque peu le lecteur, elle se tenait toute seule. Et le tome 2, s'il reprend les affaires dans la suite immédiate de ses dernières planches, par ailleurs très fortes, adopte un mode narratif assez différent, ou peut-être plus exactement reprend celui du tome 1, mais en le poussant vraiment à l'extrême. C'est une narration très relâchée, peu ou prou dénuée de texte à ce stade, une narration donc presque purement graphique, certes pas dénuée de scénario pour autant, même si on a pu lire cette critique ça et là. Dans son interview dans Atom, que j'avais lu très peu de temps avant de faire l'acquisition de Souvenirs des Manon, l'auteur confessait volontiers qu'il était attiré par cette idée d'une narration purement graphique, et l'évolution formelle du récit entre ces deux tomes à ce jour de L'île errante en témoigne assurément, et avec brio. L'île errante met en scène une héroïne à peu près aussi craquante et adorable qu'Emanon, ce qui va bien au-delà de sa plastique, même si cette jeune fille très au naturel passe les trois quarts de son temps en maillot de bain, sans jamais que cela me donne une impression de racolage en ce qui me concerne. Nicolas Amelia est aventureuse, volontaire, délicieusement têtue, drôle aussi, un très beau personnage de forte tête qui a quelque chose d'irrésistiblement vivant, ce qui la place bel et bien dans la filiation d'Emanon. Le souvenir d'Emanon est antérieur de 3 ans à l'île errante. Il faut dire que Nicolas mène une vie très particulière et qui a quelque chose de fascinant, même si elle-même l'envisage peut-être différemment, car c'est après tout son quotidien. Elle est pilote d'hydravion et fait la liaison postale notamment entre la préfecture de Tokyo et des archipels éloignés dans le Pacifique, au moins jusqu'aux îles de Gasawara, à 900 km au sud de Honshu environ. Elle a été élevée dans ce contexte peu banal et en a fait sa vie, dans la continuité de son grand-père adoré. Là, celui-ci décède, et Nicolas, effondré, héritant de son logis et de ses papiers, découvre que son grand-père et quelques-uns de ses proches, dont un professeur de Nicolas quand elle était au collège et dont elle était éperdument amoureuse, que son grand-père donc était obsédé par Electricitate, une île du Pacifique ne figurant sur aucune carte. Et pour cause, une petite enquête révèle à Nicolas que cette île fait l'objet de nombreuses rumeurs, même si par essence de seconde main, et ce serait une île errante se promenant dans le Pacifique, selon un cycle, peut-être. Les rumeurs prétendent qu'elle apparaît aussi soudainement qu'elle disparaît. Nicolas prend très vite cette histoire au sérieux. Son amour pour son grand-père l'y incite. Or, elle trouve dans les papiers de ce dernier un mystérieux colis destiné à une certaine Madame Amelia, avec pour seule adresse Electricitate, Océan Pacifique. Ce qui est un peu vague, certes, mais constitue un bon prétexte pour traquer l'île errante dans les pas du grand-père, au point où cette quête virera à l'obsession. À parcourir ce pitch, ça ne vous aura pas échappé. Héroïne obstinée, avion et même hydravion, quête d'un lieu mythique intemporel émouvant. On pense très fort à Miyazaki Hayao, notamment à Porco Rosso ou Le Château dans le ciel, mais aussi éventuellement d'autres titres, et si ce n'est peut-être pas la référence la plus évidente ici, je serais tenté de mettre en avant Le vent se lève, pour les avions comme pour l'obstination obsessionnelle. De fait, l'originalité n'est probablement pas le point fort de l'île errante,
et ça n'est d'aucune importance car cette BD a bien d'autres choses à offrir qui compensent sans peine ce petit bémol global. Et d'abord un dessin absolument parfait. L'île errante régale les yeux au moins autant que Souvenir des Manones et Errance des Manones, peut-être plus encore en fait car l'histoire s'y prête davantage en matière de décor notamment. Cet hydravion dans le vide du ciel comme de l'océan, les petits villages de pêcheurs sur les îles reculées du Pacifique, l'étonnante et mythique Electricitate bien sûr avec son quelque chose d'étrangement européen si loin de l'Europe. Et les personnages qui parcourent ces décors, il y en a somme toute peu derrière Mikola et son chat Endeavor le bien nommé. Qu'importe, notre héroïne y suffit qui est décidément parfaite et dotée d'une forte personnalité qui ressort dans son dessin. C'est que le dessin est ici plus que jamais une composante essentielle de la narration, et à cet égard Tsuluta fait vraiment des merveilles. Ces grandes cases, incluant nombre de planches entières, voire de doubles pages, très souvent silencieuses, obéissent à un découpage très sage, mais l'auteur fait preuve d'un impressionnant sens de la transition, proprement cinématographique. La narration avec lui peut effectivement se passer de texte dès l'instant que le lecteur joue le jeu, en prenant le temps de s'arrêter sur chaque page pour faire honneur au travail de l'artiste. C'est ce que ce découpage, comme au cinéma, et d'une manière qui n'est pas toujours si marquée en BD, j'ai l'impression, induit véritablement un certain rythme, assez posé, éventuellement contemplatif, dit-on, comme une balade attentive en compagnie de Mikola, que ce soit dans les cieux, dans l'océan ou dans les ruelles escarpées d'Electricitate. Vraiment un travail extraordinaire de la part de Tsuruta Kenji. Cette approche a sans doute sa contrepartie. Si le tome 1 se tient très bien tout seul et est peu ou prou irréprochable, le deuxième, à mettre tellement l'accent sur cette narration graphique selon un rythme très posé, peut avoir quelque chose de frustrant pour le lecteur, indéniablement. Arrivé à la dernière page, on peut très légitimement avoir le sentiment qu'il ne s'est pas passé grand-chose, et le « à suivre » en bas de la dernière page peut avoir quelque chose d'un peu cruellement ironique, a fortiori s'il s'agit d'attendre encore 6 ans pour prolonger ne serait-ce qu'un chouïa la balade de Mikola dans les rues d'Electricitate. En l'état, la balade est belle. Le premier volume est vraiment excellent. Si je le place un peu en dessous de Souvenir des Manones, c'est parce que cette dernière BD m'a vraiment fait l'effet d'un chef-d'œuvre. La réussite du tome 2 est davantage à débattre. Si le dessin est toujours aussi exceptionnel et ce choix narratif intéressant, on peut cependant se montrer réservé quant à la progression de l'histoire, si histoire il y a véritablement. Mais je n'en regrette certainement pas la lecture. J'ai hâte de lire d'autres choses de Tsuruta Kenji. Cet auteur, oui, est vraiment ma découverte BD de cette année. Mais je n'ai aucune idée du temps qu'il nous faudra attendre pour un troisième Emanon ou pour un troisième tome de l'île errante. Peut-être faudra-t-il que je me retourne sur des œuvres plus anciennes. Eh bien, on verra.